Eh bien, je vous propose de démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Marion Lelouvier, j'ai pris la suite de Dominique Le Tourneau depuis le mois de janvier dernier, pour celles et ceux que je n'ai pas encore eu la chance de rencontrer. Bienvenue et merci à vous de vous être connectés avec nous. Cet après-midi, nous allons consacrer une petite heure au cinquième atelier santé numérique de la Fondation de l'Avenir. L'atelier, c'est le lieu d'expression du Fonds Avenir Santé Numérique. C'est une illustration du rôle que la Fondation joue en tant qu'actrice de la recherche médicale appliquée. Et l'objet de ce cinquième atelier est de faire un focus sur RGS Atome, qui est un projet porté depuis 3 ans environ à l'échelle européenne au sein de l'EIT Health. L'EIT Health, c'est une entité indépendante de l'Union européenne qui est consacrée à l'innovation et aux technologies en santé. Le consortium autour de RGS Atome réunit la France, mais aussi la Suède et l'Espagne pour les centres cliniques et la start-up, et enfin l'Angleterre pour la partie analyse des données. Donc, merci à tous nos intervenants ce matin, mais aussi cet après-midi, pardon, et à tous nos partenaires académiques et industriels dans ce projet, le CHU de Limoges, l'hôpital d'Uppsala, les cliniques San Juan de Diu, excusez mon accent espagnol, euh, et Odine. Je crois que Santiago Brandi est avec nous ou sera avec nous. L'IBEC et le BIST. Bonjour Martina Meyer. Et puis Medtronic. Voilà, c'est à vous, Monsieur le Président du FASN, expert en santé qui œuvre depuis l'origine de la Fondation pour rendre ces projets possibles. À vous, Étienne. Merci beaucoup Marion et bienvenue à tous pour ce nouvel atelier santé numérique et dont j'espère que les prochains nous permettront d'être ensemble. Je pense que c'est un vœu qu'on a tous envie de formuler, même si il faut continuer à faire preuve de beaucoup de prudence et de vigilance. Un mot d'introduction mais extrêmement rapide, simplement pour dire que le sujet que Marion et ses équipes ont choisi pour aujourd'hui me paraît particulièrement illustratif de l'intérêt de nos ateliers. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est face à un outil finalement relativement simple dans son idée, même si sa mise en œuvre est évidemment compliquée. Et on le verra tout à l'heure, y compris sur les questions d'acceptabilité, voire d'ailleurs de crédibilité vis-à-vis des patients, parce qu'on voit bien que substituer des rééducations hospitalières avec un jeu pour être un petit peu réducteur, c'est pas non plus sans poser de problème vis-à-vis des patients sur la façon dont ils ressentent effectivement ce type d'outils. Mais c'est vrai que à la fois la pathologie concernée, les AVC, une des premières causes de handicap, une des premières causes de décès, un plan AVC depuis plusieurs années qui a donné des résultats, et finalement des résultats un peu paradoxaux, parce qu'une relative stabilité du délai entre l'arrivée de l'accident vasculaire cérébral et l'hôpital. Par contre, une meilleure organisation de l'hôpital avec une réduction des délais entre l'arrivée et l'imagerie, une augmentation du taux de thrombolyse. Donc, on a l'impression qu'on a presque été chercher les résultats maximaux qu'on pouvait obtenir à l'hôpital et que derrière, le nombre de survies plus important augmente le besoin effectivement de rééducation et amène à s'interroger effectivement sur la meilleure rééducation possible. Et on voit bien que l'outil qui nous est proposé est un outil qui, contrairement aux apparences, bouleverse beaucoup plus qu'on ne l'imagine les organisations hospitalières, les parcours de soins. Et ce qui est particulièrement intéressant dans l'étude qui est menée, c'est le fait d'évaluer cet outil dans des modes d'organisation et de financement extrêmement différents, parce que on voit bien que les réactions ne vont pas être les mêmes dans des systèmes très hospitalo-centrés comme le nôtre, dans des systèmes plus déconcentrés, dans des systèmes où la répartition géographique
pose des défis différents d'une autre. Je pense à certains pays nordiques. Et toutes ces questions vont être effectivement extrêmement intéressantes parce que elles permettent finalement d'anticiper un petit peu ce que devra être la nouvelle organisation de nos systèmes de santé quand des outils de ce type-là se généraliseront. Alors, j'en dis pas plus, simplement vous avez compris que c'est pour moi un sujet extrêmement important, extrêmement intéressant et je vais être très, très attentif aux échanges de cet après-midi. Échanges qui vont nous permettre tout d'abord d'entendre Anne Murat, qui va globalement, alors je crois que c'est une intervention enregistrée, qui va globalement présenter l'ensemble du projet, répondre à un certain nombre de questions qui lui ont été posées. Et puis, nous entendrons ensuite Stéphane Mandigou, qui nous permettra d'aller un petit peu plus loin sur l'évaluation de ces outils. Et enfin, je l'ai dit, et ça me paraît particulièrement important, Axel Gélino, qui est doctorante à Limoges et qui va nous expliquer comment on va évaluer l'acceptabilité auprès des patients et c'est évidemment extrêmement important quand on voit une substitution de ce type-là, d'une prise en charge hospitalière à une prise en charge à la fois beaucoup plus légère et de nature quand même très différente. Voilà, je n'en dis pas plus, je laisse donc nos intervenants nous présenter ce remarquable outil et puis on aura l'occasion de se retrouver à travers les questions et les interventions un petit peu plus tard. Merci. Merci, Président. Nous allons donc pouvoir maintenant lancer la vidéo d'Anna Murat, qui est chercheuse, docteur en biologie au laboratoire SPEC de Barcelone et en charge de la communication du projet RGS Atome. SPECS Lab is a multidisciplinary research group that uses several methods, from computational neuroscience to artificial intelligence, virtual reality, and psychophysiology, to understand the mind and brain from an embodied systemic perspective. And to do that, we ground our work on principles derived from brain mechanisms and behavior. The SPECS Lab and its spin-off company Iodine have worked for more than 2 decades to develop the rehabilitation gaming system RGS, a science-based rehabilitation solution to treat patients after brain damage. We believe that bringing RGS directly to the home of patients will facilitate their journey towards recovery. In addition, there is a pressing need for the healthcare system to deal with a growing number of stroke survivors and at the same time solve the challenge of providing more personalized rehabilitation solutions. In a nutshell, RGS at Home is a science-based technology for personalized medicine, an advanced solution for neurorehabilitation combining brain theory, artificial intelligence, cloud computing, and virtual reality, targeting motor and cognitive recovery after stroke. RGS at Home is a much-needed and necessary solution for neurorehabilitation care and should be adopted at large scale in Europe. For this, it is necessary to test its viability and acceptability in other countries by using true clinical trials. This implies a great effort only possible via the collaboration of a multinational consortium and their European infrastructures. In this sense, EIT Health contributed to develop the clinical trials and to unite in the same effort 3 different European countries. The COVID crisis has put in evidence the necessity to broaden the use of telemedicine and digital health. And with this awareness comes the importance of having 24/7 patient care solutions such as RGS at Home. RGS
is an integrated system for remote treatment, diagnostics, monitoring, and advice, allowing savings for patients and their relatives, primary health care providers, healthcare centers, and insurance companies. And it's a much needed and necessary technology for for the advance of neurorehabilitation care. The next challenge of RGS at Home for this coming year is to bring the RGS at Home system to as many patients as possible. And for this, it's important to commercialize RGS at Home as a product available in hospitals, professional neurorehabilitation centers, and for the at-home use, so directly to the patient. The project is investigating different models to support the adoption of RGS at Home in Europe, including answering the high variability in clinical practices, guidelines, and reimbursement methods. Thank you. Voilà, après cette introduction sur la genèse du projet et ses ouvertures possibles, nous pouvons maintenant faire un focus sur le besoin médical lié aux AVC en France et le besoin clinique pour ce type d'outils. Je donne la parole maintenant au docteur Mandigou. Stéphane, vous êtes docteur en STAPS, maître de conférence à l'Institut Limousin de formation des métiers de la réadaptation de l'Université de Limoges et l'un des coordonnateurs français du projet. Merci Stéphane. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Donc, en effet, j'ai la tâche d'essayer de vous présenter un peu ce dispositif et le projet dans lequel le CHU de Limoges et l'Université de Limoges sont intégrés donc, depuis l'année dernière. L'objectif est pour moi d'essayer de vous présenter un peu l'intérêt de cette rééducation à domicile. Au sein de notre laboratoire, on travaille énormément sur ce principe et sur les interventions à domicile. Donc, je vais essayer de vous retracer un peu ces différents points-là. Alors, je reviens très rapidement sur les points que M. Cagnard a évoqués au tout début. En effet, l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, vous voyez très bien maintenant ce que c'est. C'est une des premières causes de décès, en effet, en France notamment et dans le monde dans tous les cas, avec un taux relativement important de personnes qui vont se retrouver à avoir un handicap acquis à la fin. Donc, il faut bien aussi intégrer cette dimension-là, puisque M. Cagnard l'a très bien évoqué tout à l'heure, on a énormément amélioré les conditions de prise en charge de la personne et d'intervention directe lors d'un AVC. Ceci dit, il reste encore des points où on peut peut-être et probablement s'améliorer, et puis notamment dans le cas du handicap, et puis la prévention des risques après derrière de comorbidité que l'on retrouve chez le patient post-AVC. Donc on ira peut-être un petit peu plus loin à ce niveau-là. Les facteurs de risque majeurs par rapport à ça, et je pense que c'est important de les souligner, sont relativement nombreux. On commence à en connaître quelques-uns, mais il y en a d'autres que l'on ne maîtrise pas forcément. Mais les principaux risques que l'on retrouve chez le patient post-AVC, vous voyez, c'est l'âge, l'hypertension, le tabac, le diabète, le cholestérol, le sexe, et également, vous voyez, au point central, la sédentarité. Ces facteurs de risque, en fait, concrètement, c'est sensiblement les mêmes que l'on retrouve pour les maladies cardiovasculaires, pour les facteurs d'obésité, pour tout un tas d'autres pathologies que l'on connaît très bien et qui touchent nos environnements dans le milieu occidental. Donc, faut qu'on les garde en tête parce qu'au-delà de l'AVC, même si derrière on diminue peut-être le risque de récidive, on diminue tout un tas de choses, il y a d'autres facteurs de risque qui apparaissent sur lesquels il faut qu'on arrive à jouer. Celui sur lequel on va peut-être un petit peu plus s'attacher cet après-midi, c'est le côté sédentarité, et je reviendrai un petit peu dessus. Alors, le point d'ancrage que l'on utilise souvent dans nos recherches, c'est la classification internale du fonctionnement. C'est une classification qui est donc internationale, mondiale, c'est celle que l'on utilise. Alors, je vous ai mis la version française que vous connaissez probablement un petit peu. Et il est vrai que
depuis un certain nombre d'années, on s'attache à énormément travailler sur les trois rectangles que vous voyez en haut à gauche, hein, donc problème de santé, activité, fonction et structure. Donc ça, c'est les trois domaines, les trois dimensions sur lesquelles vraiment on attache une attention particulière. On a beaucoup de résultats sur le sujet. Là où on est un petit peu moins bon, et alors moins bon, mais pour des raisons souvent d'organisation, c'est sur l'étude notamment de la participation sociale et puis en intégrant les facteurs environnementaux et le facteur personnel. Et c'est ce qu'au niveau de notre laboratoire, on s'attache à essayer de déployer. Il y a peu d'équipes qui sont en mesure de le faire, en effet, en France, mais pour des raisons, des fois, simplement d'organisation et d'environnement. Donc, c'est d'intégrer, en effet, ces sources et ces facteurs. Alors, je vous dis ça parce qu'en effet, on touche le domicile du patient. Comme on le disait tout à l'heure, c'est un système qui s'attache à travailler sur le domicile. Et le domicile, pour y intégrer, ben, c'est très complexe et ça demande, comme disait M. Cagnard tout à l'heure, une réadaptation complète de la prise en charge, aussi bien au niveau des structures hospitalières, mais également au niveau des professionnels. Alors, je ne sais pas si vous ça coupe, moi ça coupe un petit peu sur le côté, mais c'est pas grave. Sur les 3 premiers blocs dont je vous disais tout à l'heure qu'on avait beaucoup de résultats, en effet, ça on l'a montré. Quand, bon, l'accident vasculaire cérébral entraîne un déconditionnement notoire, c'est clair, et puis avec, une prise en charge qui va être standardisée, avec des programmes, on arrive à améliorer les capacités fonctionnelles du patient, la qualité de vie, une meilleure réalisation des activités quotidiennes. Ça a été largement prouvé. Là, il y a aucun souci là-dessus. Ceci dit, ça a été prouvé dans des environnements qui étaient très standardisés, notamment sur des centres hospitaliers ou dans des institutions qui sont très organisées sur le sujet et pour lequel, dans des études scientifiques, on appliquait à la lettre un programme et ensuite on sortait, on voyait bien des bénéfices. Après, la difficulté, c'est le maintien. Et sauf que les programmes dont je vous parle ici, souvent, c'est des programmes qui vont durer entre 2 mois, 6 mois, mais pas beaucoup plus. Donc après, derrière, le patient, il rentre chez lui, et enfin souvent il y est même un peu avant, mais il a plus de suivi. Alors ça, c'est problématique. Ah si, ça. Donc voilà. Donc l'idée, c'est évidemment de réussir à faire quelque chose. Donc au niveau des centres, quand j'ai mis un grand H, et au niveau des structures standardisées, on arrive à montrer que les programmes sont bénéfiques. Par contre, dès l'instant où on bascule sur le côté domicile, là, on rencontre des difficultés. Et ces difficultés, il faut qu'on arrive à essayer de découvrir les barrières, les verrous technologiques et puis les barrières liées à l'individu, mais aussi à essayer de contrer ces différentes barrières. Alors pour ça, en effet, on a montré qu'il y avait un certain nombre de bénéfices de l'activité physique quand on organise les programmes. Ceci dit, dès l'instant où on passe un cap, il va falloir qu'on mette en place un certain nombre d'études. Et ça, ces études, on a déjà commencé à travailler dessus, donc avec notamment des études avec des visites à domicile directes, avec des appels téléphoniques, avec un suivi à distance pour évaluer donc le niveau d'activité, avec des programmes d'éducation thérapeutique. Et puis arrive la téléréadaptation qui commence à se déployer de plus en plus, pour lequel on a quelques résultats, mais pour l'instant, ça reste encore à améliorer. Alors, il y a une réelle difficulté. Ce qu'on constate malgré tout dans les différents travaux, je vous ai mis quelques études, c'est que globalement, dès l'instant où on sort d'un contexte environnemental bien standardisé, type centre hospitalier, les patients sont relativement peu sollicités. Donc ça, déjà, même au sein de la structure hospitalière, mais à l'extérieur. Les patients sont également peu sollicités dès l'instant où on passe, en effet, en structure, en suivi à domicile. Il y a de nombreuses barrières à l'activité qu'il faut essayer de contrer. Alors, on ne va pas les évoquer toutes aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup. Et puis, finalement, même si on a l'impression qu'il y a beaucoup d'approches technologiques, il y a peu de solutions qui sont finalement viables pour l'instant. Et d'autre part, il faut bien s'adapter au patient en tant que tel. Et là, c'est pareil, il faudrait quasiment une solution pour chaque patient, ce qui complique évidemment le fait de trouver des solutions qui sont adaptées à chaque patient. Alors, une des solutions que je vous propose d'évoquer, qui est la solution sur laquelle nous travaillons déjà donc depuis un an dans le consortium, c'est la solution RGS Atome, qui est, comme vous le voyez, une solution qui propose un outil de rééducation à domicile, qui va nous permettre d'utiliser à l'aide de dispositifs qui sont relativement simples, en fait, vous connaissez, donc une Kinect, un écran, et puis un système qui permet en effet d'évaluer le mouvement, de travailler sur de la rééducation, notamment du membre supérieur, à distance. D'accord ? Donc, vous voyez le dispositif qui est relativement simple d'utilisation et d'accès
qui sera disposé à domicile. Et puis, à ce système, on ajoute une montre qui s'appelle RGS Wear. Donc, vous voyez l'ensemble, hein, RGS Home, c'est le dispositif avec l'écran, et puis le RGS Wear qui va être une montre qui va permettre de suivre et de solliciter un petit peu le patient dès l'instant où il n'aura plus, le dispositif RGS Home. Alors, l'étude en tant que telle, que je vous la présente vite fait, elle sera importante à souvenir par rapport à l'étude d'acceptabilité que Axel vous montrera juste après. Donc, l'étude clinique, en fait, elle est assez simple. On va prendre donc un certain nombre de patients post-AVC, chroniques ou subaigus, et puis on va évaluer donc l'effet d'un programme qui va durer 3 mois, où on met à disposition ce dispositif RGS Home et RGS Wear. Puis, dès l'instant où on a fini ces 3 mois, on enchaîne avec encore 9 mois de suivi uniquement avec le RGS Wear, d'accord, pour voir en effet si le patient a inclus un certain nombre d'habitudes dans l'utilisation. Et puis, une manière aussi de travailler sur un mouvement, puisque là, on est sur des exercices de rééducation de membres supérieurs, de travailler sur la rééducation du membre supérieur et donc de lui proposer de temps en temps de faire des exercices. D'accord. Donc, l'évaluation, elle est très large. On va parler de l'acceptabilité tout à l'heure, mais on travaille aussi un peu sur des notions d'efficacité, de faisabilité et de coûts médico-économiques. D'accord. Donc, voilà comment se passe l'étude. Donc, dans le cadre de cette étude, en effet, ce processus donc de transfert entre ce qui se passe notamment actuellement au centre hospitalier vers le domicile, globalement, en fait, on pense que ça va être possible. Mais ça va être possible, toutefois, il va falloir qu'on mesure un peu nos propos. Déjà, il va falloir qu'on travaille beaucoup plus sur la technologie, je pense. Alors, la technologie que propose RGS est vraiment très bonne. On espère avoir des résultats intéressants, mais il y a des dimensions qu'on ne maîtrise pas trop, et donc on reviendra probablement dessus dans les questions. L'avantage, c'est que ça va être une alternative supplémentaire d'intervention pour le patient. Donc ça peut être intéressant. Alors, Monsieur Cagnard parlait tout à l'heure de substitution. Nous, par expérience, en fait, moi, je ne parle pas trop de substitution. Je pense que le professionnel a toute sa place et je pense, en tout état de cause, que parfois, sur le plan technologique, on essaye d'avoir une avancée trop rapide et on grille un certain nombre d'étapes. On pourra en discuter tout à l'heure. Donc, je pense que c'est une alternative, en effet, sur l'intervention qui va permettre à des patients qui n'avaient pas forcément très envie de suivre, pourquoi pas un kiné toutes les semaines ou 2 fois ou 3 fois par semaine, d'avoir une sollicitation différente. Ça va permettre d'avoir une individualisation de ces interventions à distance, d'augmenter notamment la quantité d'interventions, ce qui nous manque cruellement dès l'instant où les patients sortent de l'hôpital. Ça va permettre aussi de faciliter un certain nombre d'interactions sociales, puisque ces dispositifs à terme vont évoluer. Tout à l'heure, Anna Murat parlait d'intelligence artificielle, de feedback, etc. Donc ça, c'est des dispositifs qui vont nous permettre de vraiment faciliter ces interactions avec les patients. Et puis faciliter également le suivi, puisqu'on va être à distance, mais on va pouvoir évaluer aussi à distance le degré de sollicitation de la personne. Est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle ne fait pas, est-ce qu'elle aurait d'autres besoins complémentaires. Bref, c'est toute une autre dimension que l'on va pouvoir évaluer et qu'on espère obtenir et ces résultats, j'espère qu'on les obtiendra un peu avec le système RGS Atome. Voilà, je vous remercie de votre attention et je ne sais pas quand est-ce qu'auront lieu les questions, mais voilà. On va faire une phase globale de questions après l'ensemble des interventions. Merci beaucoup à vous. Bien justement, sur les aspects cliniques d'acceptabilité RGS Atome, c'est maintenant Axel Gélineau qui va présenter la revue littérature. Elle avait passé 3 mois à la Fondation de l'Avenir à ce titre. Elle est doctorante en sciences biologiques et santé à l'Université de Limoges et elle consacre l'essentiel de ses recherches au handicap et à sa prise en charge pour concilier humain, matériel et environnement. Merci Axel. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier la Fondation pour l'invitation à cet événement. Donc, le but de la présentation, c'est bien de vous parler de l'acceptabilité des dispositifs de rééducation. Donc, alors, je ne sais pas si j'ai la main sur le PowerPoint. Ah voilà, ok, parfait. Donc, je vais rapidement évoquer le contexte suite justement à l'intervention précédente de Stéphane Mandibou. Donc, dans le cadre
de la crise sanitaire Covid-19, les professionnels de santé ils se sont organisés, réorganisés pour pouvoir poursuivre les soins à distance afin de ne pas entraîner de rupture dans la prise en charge de leurs patients. Et justement, dans le cadre de cette pratique de télé-rééducation, la communication entre le patient et le professionnel de santé peut s'effectuer, comme Stéphane l'avait dit, par le biais de différentes technologies. Voilà, les appels téléphoniques, les visioconférences, les applications mobiles éventuellement ou les capteurs d'activité. Mais finalement, la télé-rééducation en tant que telle, il y a plusieurs revues systématiques dans la littérature qui ont évalué l'efficacité, mais il n'y a pas de consensus à l'heure actuelle. Donc, où il n'y a pas de différence donc dans la télé-réhabilitation, ou alors d'autres auteurs disent qu'effectivement, ça peut être supérieur ou égal à une thérapie traditionnelle. Donc, en tout cas, mais au-delà de ces revues, il faut souligner que la télé-réadaptation, elle est quand même apparue que récemment. Et finalement, elle devrait devenir de plus en plus viable à mesure que les technologies deviennent plus sophistiquées et plus abordables au cours des années qui vont arriver. Et finalement, nous, on s'est axé sur la notion d'exergame. Donc, exergame, ça vient de la contraction en fait, des mots anglais, donc exercise pour l'exercice et game pour le jeu. Et donc, les serious exergames sont des jeux vidéo incluant donc, une activité physique. Ils peuvent être donc, utiles pour une rééducation en post-AVC. Il y a justement la technologie Kinect comme le système RGS at Home, qui justement consiste à la reconnaissance de mouvement via donc, la caméra en tant que telle. Le patient, finalement, il effectue des tâches de rééducation dans un environnement donc, virtuel et les données, finalement, elles sont transmises au thérapeute. Donc, certains systèmes sont utilisés à l'hôpital, mais finalement, l'objectif de les développer à domicile a toute son importance. Donc, de manière schématique, à la suite d'un AVC, on peut retrouver donc une perte des capacités fonctionnelles au cours du temps. Il est fréquent donc, de rencontrer des difficultés dans les activités quotidiennes et finalement, de nombreuses personnes ont besoin d'une rééducation pour pouvoir regagner en autonomie. L'engagement finalement des patients, il peut être altéré au cours du temps, ce qui impacte finalement négativement la récupération. Donc là, si on s'appuie vraiment sur la littérature, il y a beaucoup de personnes qui se sentent donc pas motivées à s'engager dans des habitudes, y compris donc l'exercice physique. Et finalement, donc, il y a une méta-analyse de 2013 qui a montré qu'il y a environ 21% des personnes qui n'ont pas forcément l'intention de même commencer une activité physique. Alors que pour les personnes qui ont l'intention, mais finalement, il y aurait 36% des personnes qui ont des difficultés à modifier leur comportement sédentaire. Donc, même s'ils ont l'intention, finalement, ils ne vont pas jusqu'au bout de la rééducation. Donc ça, forcément, ça a des conséquences négatives sur la compliance en tant que telle, donc vraiment le fait de réaliser les activités prescrites. Et d'un autre côté, finalement, il est rapporté dans la littérature que les systèmes basés sur le jeu peuvent apporter de la motivation, de la satisfaction, également de l'engagement. Et donc, tout cela a de l'impact, un impact, des conséquences positives sur la compliance. Et si on parle donc d'autorééducation en tant que telle, donc l'autorééducation, elle permet aux patients de faire leurs exercices donc, de manière régulière et intensive, donc en autonomie finalement. Et pour cela, ça nécessite finalement une adhésion du patient au programme d'exercice qu'on lui a prescrit pour permettre justement un engagement continu de cette pratique au quotidien. Et finalement, on peut se demander si la rééducation à domicile à l'aide d'exergame peut conduire justement à une compliance qui serait donc élevée et durable pour les patients victimes d'un AVC. Donc, pour répondre à cette question, donc, on a réalisé une revue de la littérature qui se concentre donc, vraiment sur les articles qui étudient l'utilisation des technologies du type exergame
basé sur l'analyse du mouvement pour rester en adéquation avec le projet RGS at Home, donc orienté sur la rééducation de membres supérieurs chez les personnes victimes d'un AVC, en vue de déployer le dispositif à domicile. Donc, on a exclu tous les articles qui finalement utilisaient d'autres types de technologies. Donc, par exemple, justement, les tracteurs d'activité orientés plus au niveau de la marche, tous les dispositifs qui étaient sur la prévention des chutes, les systèmes de stimulation, qui soient électriques ou transcrâniennes, toutes les aides à la communication également. Et finalement, il y avait certaines études qui n'avaient pas forcément un support vidéoludique, mais qui utilisaient les appels téléphoniques ou les vidéoconférences. Donc, on les a exclus étant donné qu'il n'y avait pas le support, la technologie vidéoludique associée. Donc, la compliance, nous, on s'est basé sur, on l'a définie comme la cohérence et la précision justement avec lesquelles un patient suit la prescription par le professionnel de santé. Et cette notion, elle se rapporte finalement à la notion d'observance qui a été mesurée comme le taux d'entraînement, c'est-à-dire vraiment le pourcentage des sessions prescrites, les minutes qui ont été complétées par le patient dans son activité. Et également, donc, on a pris en compte le taux d'achèvement, vraiment le nombre d'abandons et d'interventions qui étaient discontinues justement dans le protocole, vraiment dans l'intervention en tant que telle, qui a été donc rapporté par les auteurs ou alors calculé selon les données qu'ils mettaient dans leurs articles. Donc, l'abandon à la thérapie avait quand même son importance parce que ça peut être un marqueur implicite d'insatisfaction, pouvoir justement identifier les aspects du protocole qui réduisent justement la probabilité d'abandon. Ça peut en tout cas nous guider le développement des interventions qui seraient plus acceptables. Au niveau des résultats, donc sur les 1025 articles qu'on avait recensés dans la littérature, on en a donc inclus 19 études. Donc, bien que tous les articles inclus décrivent des systèmes destinés à être utilisés donc à domicile, il y avait 7 études qui ont testé donc, les systèmes uniquement en laboratoire ou à l'hôpital avec l'intention de les utiliser donc, à domicile. Les autres étaient vraiment réalisés directement au domicile des patients. Et sur les 19 articles sélectionnés, il y en avait 7 qui concernaient des études qui étaient plus donc, exploratoires pour recueillir les besoins des utilisateurs, avec des entretiens, des questionnaires exploratoires, alors que donc, tous les autres articles concernaient des études d'évaluation, où là, les méthodes, c'était plus des échelles d'utilisabilité ou vraiment de l'expérience utilisateur, donc la notion justement de quantité en termes d'exercice, des tests d'utilisateurs ou des entretiens. Donc, au niveau des participants, finalement, sur les 19 études inclus, donc, il y avait un total de 313 sujets. Donc, la taille des échantillons variait énormément selon les articles, puisqu'il y avait, par exemple, 2 études qui incluaient donc, un échantillon de participants qui était inférieur ou égal à 5, alors que finalement, le plus grand échantillon qu'on avait, lui, avait 41 participants. Donc, vraiment, une hétérogénéité sur le nombre de participants. Et donc, la plupart des participants étaient donc des patients victimes d'un AVC. Mais finalement, il y avait certaines études qui ont également interrogé des participants valides, des aidants ou des thérapeutes. Et finalement, tous ces participants sont quand même représentatifs de la population cible, puisque lorsqu'on parle de l'évaluation de l'expérience utilisateur, nous devons considérer donc, le patient, étant donné que c'est l'utilisateur donc, vraiment principal. Et finalement, les aidants, les cliniciens, c'est quand même les utilisateurs donc, secondaires. Donc, ça a toute leur importance d'avoir également leurs besoins et leurs attentes. Au niveau des technologies qui ont été donc, recensées dans la revue de littérature, donc les articles, il y avait des systèmes de jeu qu'on retrouve en fait, dans le commerce donc, grand public, comme par exemple donc, la Wii, la Kinect, après des systèmes un petit peu moins connus, mais donc le système Vive, PlayStation Move ou alors Leap Motion.
Donc, la plupart du temps, donc, ces systèmes ils étaient associés à des jeux qui étaient personnalisés. Donc là, effectivement, il y avait éventuellement des expérimentations qui avaient été faites en amont en laboratoire, donc avant de proposer ces jeux donc, personnalisés au domicile. Et les dispositifs finalement grand public pouvaient être associés à un autre appareil de rééducation qui était donc spécifiques, comme des appareils donc, de robotique, des contrôleurs donc, spécifiques, ou alors l'utilisation d'un support de bras passif, par exemple, pour certains patients qui le nécessitaient, qui manquent de motricité au niveau de leurs bras. Il y avait cinq études parmi donc, les différentes études qui finalement avaient inclus, au-delà du jeu ludique, finalement une technologie de télécommunication, donc en parallèle du support vidéoludique. Et au niveau donc, des critères de jugement, donc, les études elles ont varié dans leur approche justement pour mesurer la compliance des jeux vidéo sur l'analyse du mouvement. Donc, la terminologie n'était vraiment pas consensuelle dans la littérature. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on avait pris, donc, on avait une vision en tout cas large des différents paramètres que nous étudions. Au niveau de l'intervention, donc là, c'est pour... donc, il y avait vraiment le nombre, une hétérogénéité sur le nombre des séances, puisque ça variait de 8 à 36 séances en tant que telles. Le nombre de minutes par jour qui étaient demandées, enfin, prescrites aux patients, variait de 20 à 120 minutes. Et finalement, la durée totale de l'intervention elle-même, donc comme vous voyez sur le schéma, ça variait finalement de 2 semaines jusqu'à 12 semaines. Donc, hétérogénéité quand même assez importante. Et donc, finalement, si on compare les données prescrites avec les données donc, effectives par les patients, les taux de compliance durant les interventions étaient relativement élevés. Et finalement, concernant l'achèvement de l'intervention, donc, il y avait plusieurs facteurs qui ont été donc, identifiés par les participants comme des raisons de ne pas terminer leur réadaptation donc, à domicile. Donc, il s'agissait, donc, il y avait des événements qui étaient externes aux patients, ce que l'on considère donc, comme des problèmes techniques. Par exemple, il y avait des problèmes au niveau du matériel, du logiciel, des problèmes de connectivité, des problèmes également d'accessibilité du logement. Et après, il y avait également d'autres facteurs qui concernaient donc, directement le patient ou son entourage, par exemple des problèmes familiaux, un membre de la famille qui était malade, des problèmes au niveau de l'emploi du temps, que ce soit des rendez-vous médicaux ou alors des vacances qui finalement faisaient que le patient préférait donc écourter, arrêter son intervention. Donc également des facteurs qui étaient vraiment là purement internes à la santé des participants. Donc, par exemple, donc, des douleurs ou de la fatigue ressentie. Donc, tous ces aspects-là avaient conduit donc, certains patients à réaliser justement l'étude de manière discontinue ou alors l'abandonner. Au niveau de l'intervention, donc c'est un schéma qui regroupe les différentes interventions. Et donc là, au niveau, ce qui est juste rapidement en violet, en fait, au niveau des recommandations qu'on peut formuler, donc c'est vraiment un schéma qui regroupe les différentes interventions retrouvées dans la revue. Et les recommandations que l'on peut formuler, ça pouvait être pertinent en tout cas de faire une étape de familiarisation. Donc en laboratoire éventuellement, donc, pour justement donc, tester déjà le matériel, puis ensuite donc, le tester à domicile et donc vraiment faire une démonstration aux patients pour bien qu'il ait donc, compris le principe. Après, il y avait plusieurs auteurs qui finalement laissaient donc, un support, une notice d'utilisation. Donc, ça permet en tout cas de faciliter l'autonomie des patients. Et après, donc, finalement, au niveau de l'intervention en tant que telle, il y avait vraiment une supervision qui pouvait être faite par certains auteurs. Finalement, il y avait plus de la moitié des auteurs qui effectuaient donc, une supervision. Donc, la plupart d'entre elles, au niveau de la supervision, c'était réalisé par des visites à domicile ou alors une assistance qui pouvait éventuellement se faire donc, à distance. Il y a peu d'études finalement qui ont intégré
rapport, le rapport coût-efficacité donc de la télérééducation dans leur analyse. Certains quand même ont fourni des informations sur le prix de l'appareil. Donc, par exemple, il y avait donc un système, donc Johnson, qui disait que le coût du système, donc vraiment du robot, c'était inférieur à 400 $. Un autre auteur, finalement, CEO, qui disait comme quoi vraiment le coût total du matériel, c'était dans 160 $. Donc, finalement, certains qui utilisent donc, le système oui utilisaient juste la notion comme quoi c'était des systèmes donc, à faible coût, mais finalement, il n'y avait pas vraiment de quantification du coût plus détaillée au niveau du système, de la thérapie en tant que telle. Il n'y avait pas d'intervention, de coût sur la supervision de l'intervention. Donc, ça serait en tout cas intéressant justement que les études suivantes soient plus transparentes au niveau de leurs coûts pour vraiment qu'on ait une vue générale sur les bénéfices financiers à utiliser telle ou telle technologie. Et donc, on pourrait prendre l'exemple en tout cas d'un auteur, Lawrence, en 2015, qui avait donné donc justement les coûts, lui, vraiment de la supervision en termes justement de ressources humaines, que ce soit au niveau des thérapeutes, le suivi à distance, les maintenances techniques, les nombreux allers-retours qui avaient été faits, ça avait été quantifié, et également le matériel en tant que tel, voilà, au niveau de l'ordinateur, le dispositif Kinect et l'accès à Internet. Au niveau, donc vraiment la pluralité des approches rend quand même la construction d'une synthèse assez délicate. À ce jour et au regard justement de la revue littérature, nous ne pourrons pas conclure sur l'efficacité des outils de type Xergame pour améliorer la compliance quand même des patients victimes d'un AVC. Mais par contre, la variété des technologies qui sont utilisées, les protocoles mis en place, il y a en tout cas une plus-value qui peut être intéressante à explorer dans d'autres, de manière plus approfondie. Au niveau de les études qui sont actuelles, finalement, elles se sont concentrées sur des évaluations qui étaient quand même essentiellement à court terme, alors qu'une vision à long terme serait nécessaire, en tout cas dans l'évaluation de l'acceptabilité par l'utilisateur. Et c'est vrai que ça permettrait en tout cas de transférer les connaissances qui seraient donc acquises de l'usage, le mode de vie, éventuellement les ressources pour justement aller en adéquation sur justement l'évaluation de l'usage au quotidien du patient. Au niveau de la méthodologie en tant que telle, ça serait intéressant justement de créer des focus group pour certaines évaluations, pour justement avoir en tout cas pour avoir justement une vue d'ensemble, un petit peu d'identifier les facteurs qui seraient facilitants et les barrières qui pourraient être rencontrées justement pour le déploiement de ce type de solutions. Également, donc, au niveau vraiment de l'évaluation en tant que telle, elle était orientée quand même plus au niveau de la motricité, donc monde supérieur. Et finalement, le fait d'exclure les atteintes cognitives reste quand même un frein, étant donné que la plupart quand même des personnes qui ont un AVC peuvent quand même avoir des contraintes cognitives associées. Mais après, forcément, dans le cadre d'une évaluation, ça peut être compliqué, effectivement, s'il y a des questionnaires à faire remplir aux patients, s'ils ont des troubles cognitifs associés. Et au niveau de l'environnement, il serait nécessaire de tester vraiment in situ l'adhérence, l'usage et l'acceptance des solutions de télérééducation donc, à la maison. Vraiment, le contexte d'utilisation, c'est vraiment important justement à explorer en phase de pré-implantation, mais aussi justement en post-implémentation. Donc, en conclusion, des études de plus grande envergure seraient nécessaires avec des mesures précises sur l'observance, sur les périodes plus longues et intégrant justement des réflexions sur le rapport coût-efficacité qui serait donc nécessaire pour confirmer ou infirmer l'apport de ces outils dans notre pratique clinique. Merci beaucoup, Axel. C'est nous qui vous remercions. Nous vous proposons maintenant d'ouvrir
la séquence de questions-réponses avec l'ensemble d'entre vous. Pour ça, c'est très simple. Il vous suffit de lever la main sur Zoom avec la possibilité de cliquer sur réaction dans le fil de discussion et nous vous donnerons la parole. N'oubliez pas simplement de vous présenter. Valérie Fourneron. Tout d'abord, merci beaucoup. Donc, moi, je suis Valérie Fourneron, je suis médecin et je suis donc à la Fondation Bento, qui est hébergée par la Fondation de l'avenir. Juste deux, trois éléments. D'abord, une vraie question sur quel est le délai pour l'inclusion des patients dit en phase subaiguë ou en phase chronique. On sait effectivement qu'en fonction des moments finalement de prise en charge de l'AVC plus ou moins rapide et avec un environnement plus ou moins important sur la réadaptation, du coup on peut avoir des réponses et des améliorations qui peuvent être singulièrement différentes. Donc c'est vraiment quel est le délai pour l'inclusion de l'étude que vous prenez. Est-ce qu'il y a une limitation d'âge ou pas du tout? À mesure où des ruptures d'anévrisme très jeunes peuvent effectivement donner du coup des patients qui peuvent être du coup peut-être un peu différents des autres, qui ont cumulé beaucoup de facteurs de risque, ceux qui ont été rappelés, à la fois d'ailleurs la sédentarité, dont on sait aujourd'hui que c'est vraiment deux éléments, à la fois l'augmentation, l'insuffisance d'activité physique et l'augmentation du temps sédentaire, et qui sont deux choses différentes qui pèsent sur l'ensemble de ces pathologies et de ces facteurs de risque. Et on peut finalement se dire qu'on a des sportifs sédentaires qui font 3 heures de sport par semaine, mais 12 heures par jour assis sur une chaise. Donc ces éléments de facteurs de sédentarité, on les appréhende de mieux en mieux. Et puis le sujet qui est absolument majeur pour toutes ces pathologies dont justement il existe des facteurs d'environnement qui sont souvent un peu les mêmes, toutes les comorbidités qu'on voit aujourd'hui sur le Covid, qu'on voit aujourd'hui sur les patients en ALD, le sujet du maintien de finalement limiter ces facteurs de risque et en premier limiter ce facteur de sédentarité. Du coup, la durée et l'inscription dans la durée pour le patient. Si on prend les cancers, et par exemple le cancer du sein de la femme, on sait que l'activité physique derrière est un véritable traitement, mais pour ça, il faut que ça s'inscrive dans la durée. Et donc, tous ces enjeux que l'on a aujourd'hui de maintien d'une prise en charge et cette téléréadaptation à domicile soulève tous ces éléments d'acceptabilité. Le premier qu'elle soulève, et Étienne Cagnard l'a dit dès le départ, c'est de faire basculer finalement le personnel soignant dans le fait qu'il y avait une place pour une autre prise en charge, on va dire purement soignante, mais qu'il y avait une prise en charge, par exemple, on le voit avec notre intervenant de temps en STAPS, de plus en plus d'interventions dans ce parcours de soins. Et les premiers à convaincre, c'est bien souvent les soignants, pour se dire c'est pas du jeu, ou c'est pas simplement bouger un peu, ou c'est pas. Et tous ces éléments de crédibilité de la prise en charge sont aujourd'hui un environnement qu'on cherche à faire évoluer. Et cette étude est en ce sens extrêmement intéressante sur le sujet. Merci Valérie. Docteur Mandicou, vous voulez répondre peut-être? Oui. Je vais répondre, pas évident à répondre aux questions, parce que là, franchement, vous, Madame Fourneron, vous soulevez des points, en effet, des points qu'on connaît et sur lesquels, parfois, on n'a pas de solution. Alors, pour répondre à votre première question sur les inclusions, il était prévu initialement qu'au niveau de Limoges, par rapport à notre organisation, on puisse intégrer essentiellement les patients subaigus, en phase subaiguë, c'est-à-dire vraiment à la sortie de l'hôpital. Et puis que les autres centres en Espagne et en Suède, eux, s'attachaient plutôt, de par leur organisation, à inclure les patients qui sont en phase chronique, donc vraiment plus éloignés de l'AVC. Ceci dit, bon, là, on a un contexte qu'on n'a pas mesuré depuis un an, c'est le problème de
de la Covid qui a perturbé un petit peu l'organisation même si en fait en soi, quand on y réfléchit, c'est la solution idéale puisque c'est ce qui permet de déporter un peu la réhabilitation à domicile et donc de limiter justement les échanges avec d'autres professionnels. Mais bon, ceci dit, on a eu quand même sur le plan éthique une organisation qui a été un peu difficile. Et donc là, par rapport aux délais qui nous sont imposés au niveau de l'EIT, on est obligé d'intégrer tous les patients que l'on peut. Donc, on intègre au plus souvent, le plus vite possible pour terminer l'étude. Mais je suis d'accord avec vous, il faudrait essayer de le faire au plus tôt. C'est une étude précédente nous a montré qu'on a terminé l'année dernière, nous, sur Limoges, et qu'on a publié récemment, montre dès l'instant où on les prend en charge directement juste à la sortie de l'hôpital avec un suivi qui va être régulier sur 1 an, on a des résultats qui sont vraiment intéressants. Donc, à déployer, je pense, à ce niveau-là, pour les prendre au plus tôt. Pour les autres questions qui sont en lien avec l'activité, qui sont en lien avec tout ça, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. La difficulté, c'est qu'on comprend un petit peu mieux maintenant l'environnement dans lequel sont les gens. Voilà, les comportements, tout ça, on arrive à mieux les analyser. Maintenant, l'étape d'après, c'est de trouver les solutions qui vont être adaptées à chaque. Et là, on rentre vraiment dans une difficulté majeure parce qu'on s'aperçoit qu'il y a tellement d'hétérogénéité entre les gens sur les choix, sur ce qu'ils ont envie de faire, sur l'environnement dans lequel ils sont, sur l'organisation même médicale. Juste une précision comme ça pour vous donner l'exemple. L'étude en France, alors en France, en Espagne hein, et en Suède, elle est mise de manière très différente et organisée de manière très différente. Moi, par expérience, pour monter cette étude, j'ai prévu une personne à temps complet, donc Axel, voilà, qui travaille uniquement sur le projet, mais qui s'occupe d'un bout à l'autre de l'intégration du screening des patients, de l'intégration des patients dans l'étude, etc., de l'installation du dispositif, tout ça, etc. Demain, si Axel n'est plus là, je ne sais pas comment ça peut se faire au sein de la structure hospitalière. D'accord? C'est-à-dire que là, nous, on pourrait probablement le faire parce qu'on a une équipe mobile, mais ça va ajouter une charge complémentaire, une charge de travail à l'équipe mobile qui n'est pas forcément en mesure de le faire. Et nous, comme je vous le disais tout à l'heure, on a un environnement qui est assez facilitant sur Limoges pour organiser ça. Mais j'imagine dans des villes qui sont beaucoup plus grosses, avec beaucoup plus de patients, beaucoup plus de monde, je ne sais pas dans quelle mesure ça peut se faire. Voilà, il faut trouver une autre façon. Donc, vous voyez, on est sur des barrières comme ça qui vont peut-être nous empêcher de pouvoir déployer des solutions qui sont, somme toute, assez intéressantes, d'accord, mais qui, au bout du compte, dès l'instant où on stoppe, là, on a une difficulté. Et puis, bon, il y a aussi la barrière, après, quand vous ajoutez, évidemment, les barrières que l'on retrouve auprès des gens, puisque les environnements sociaux sont très différents, donc tout le monde ne va pas accepter la technologie de manière différente. Donc là, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai présenté, vous avez vu un petit encart à d'épinards, c'est une autre forme d'intervention sur laquelle on intervient, que l'on propose, qui pourrait donner une autre alternative. Mais vous voyez, en fait, il y en a plein. Il y en a certains qui vont avoir besoin de groupes, il y en a certains qui vont avoir besoin d'échanges, de face à face. C'est extrêmement compliqué. Donc l'idée, c'est de multiplier les alternatives d'intervention au plus, et puis d'essayer de voir si elles fonctionnent. Et comme je rejoins Axel sur la dernière de ces diapositives, où en effet, elle parlait du long terme, ça, c'est vraiment le problème majeur. C'est-à-dire que pour l'instant, les études actuelles nous font un travail parce que c'est extrêmement dur à mettre en place. Hein. On a fait un suivi sur 6 mois, c'est très, très dur à mettre en place. Et au bout de 6 mois, en fait, on s'aperçoit qu'après, derrière, les gens, en fait, ils s'arrêtent très vite, hein, en l'espace de quelques semaines, ils s'arrêtent et ils perdent en plus, ils retombent sur des facteurs de risque, etc. Et ça, c'est très complexe évidemment à poursuivre. Le changement de comportement, c'est des études qui, minimum, il faudra avoir des interventions sur 1 an. Hein, les quelques études qui travaillent là-dessus, c'est des études qui montrent que le changement de comportement intervient au bout d'1 an. Donc imaginez, sur le plan scientifique, vous voyez, nous, la contrainte majeure, déjà, c'est qu'un doctorant, c'est 3 ans. Donc, si vous voulez prévoir une étude avec un suivi d'1 an d'intervention, c'est quasiment infaisable. Il faut qu'on rentre sur des études ancillaires, très longues à mettre en œuvre. Donc, sur le plan scientifique, c'est pas si simple. Mais on va bien y arriver. Hein. La recherche est faite pour avancer. Je suis assez confiant là-dessus. Merci beaucoup pour votre réponse. Étienne Cagnard, vous aviez une question également. Oui, moi juste un mot. Tout à l'heure, Anne Murat nous disait qu'il était urgent d'essayer d'augmenter la diffusion de l'outil dans la population. Et c'est vrai que la question qui se pose, c'est quels moyens utiliser. Est-ce qu'on doit passer par les professionnels de santé avec une sorte de prescription qui est toujours extrêmement difficile quand on est face à une solution qui est ni un médicament, ni un dispositif médical au sens classique du terme. Et
J'y repensais en voyant Valérie Fourdeyron tout à l'heure. On a eu ce débat énormément autour de l'activité physique et sportive, au point même que la solution qu'on a essayé de trouver en France pour accélérer la diffusion de ce type de pratique, ça a été la possibilité pour les professionnels de prescrire de l'activité physique et sportive, avec la difficulté que dans l'esprit de la population, très souvent, cette prescription impliquait un remboursement. Or, on voit bien que ce sont deux choses différentes et qu'il peut y avoir une incitation à utiliser une forme de prescription sans remboursement, mais qui, en général, ne marche pas très bien quand il ne s'agit pas effectivement d'objets identifiés comme des objets de soins classiques. Donc, ma question, finalement, c'est de savoir s'il y a des stratégies qui ont été réfléchies selon les pays, en fonction effectivement de cette approche très basée sur des outils de type médicaments en France. On sait très bien qu'on a beaucoup plus de consultations qui sont suivies d'une prescription médicamenteuse que dans un certain nombre d'autres pays. Et s'il y a des pays dans lesquels, même à titre expérimental, il y a des modes de financement pour ce type d'outils qui permettraient d'accélérer cette diffusion. Voilà, ma question est à plusieurs volets, mais je pense que c'est important pour cet outil, mais au-delà de cet outil, finalement, pour toutes les nouvelles solutions qui relèvent de domaines un peu inhabituels. Alors, je propose de donner la parole à Namura, qui est connectée avec nous après sa vidéo. Anna, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que je vais essayer de peut-être traduire la question? Oui, Marion, bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je ne réponds pas en français. En français, je vais répondre en anglais. Vous avez compris la question? No, you repeat, please. Okay, I try to translate. There are different health systems in all over Europe. Do you anticipate the mean to convey the message and to plug this tool in different populations with different needs and different habits? Is the need homogeneous in all over Europe? Yeah, this is a problem that Europe faces, and also solutions like RGS at Home face. Europe is very heterogeneous in the system, in the health care systems, and how reimbursement is done. So we are in Spain, and it's very difficult to bring solutions like RGS at Home to be prescribed by the doctors. So there is a very complicated system that we are not able, as researchers and even as a commercial entity like Iodine, we cannot really solve on our own. We need this political support and the support of the healthcare system. So the hospitals have to go through their process to accept tools, new digital healthcare tools like RGS at Home, and integrate them in their solutions for the patients. Then there will be some sort of indication that these kind of solutions are accepted also by insurance companies, by the healthcare, the national healthcare system. So there are all sorts of steps that we need to make before each country in Europe really accept solutions like this one, like digital health for care at home, like RGS at Home. So I don't have an answer. And for us, it's as researchers and as a technology developers, there is a big gap, and we must have a political drive and clear solutions from each healthcare system in Europe to bring in these innovative solutions.
So, okay, in a nutshell, to convince politicians and then hospitals and Yeah. then doctors to prescribe this kind of solutions. Okay. Yeah. Je vais essayer de retraduire en français de manière un peu plus courte. La réponse à la question n'est pas évidente à l'heure à laquelle on se parle. Il y a encore des étapes à franchir, notamment pour convaincre les politiques et puis ensuite les hôpitaux et les chercheurs de l'avantage de ce type de solution, et eux-mêmes pourront sans doute apporter les arguments nécessaires à la prescription médicale par les médecins traitants et l'ensemble des professionnels de santé. Donc, ça reste un grand champ d'investigation pour nous tous. Merci beaucoup. Olivia Coic, vous aviez également une question. Je vais essayer de mettre ma caméra. Non, ça ne fonctionne pas. Bon, c'est pas grave. Nous vous voyons. Ah oui, et ok, vous très entendons. bien, parfait. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Oui, donc moi je me présente, Olivia Coic. Donc je suis responsable des établissements sanitaires MGEN et directrice nationale des établissements SSR, donc soins de suite et réadaptation chez Vive. Donc effectivement, je suis plutôt dans le côté pratico-pratique, où la téléréadaptation s'est énormément développée, alors avec plus ou moins de bonheur selon les établissements, plus ou moins d'amplitude selon l'acceptabilité effectivement des médecins, des soignants ou des patients. Mais enfin, malgré tout, elle se développe. Et on l'a développé un peu de manière empirique, c'est-à-dire qu'on a besoin aussi, nous, de protocoles et de cadrage national sur cette nouvelle offre. En plus de ça, en France, donc, on a une nouvelle réforme financière qui frappe à nos portes en 2022, avec une rémunération sur des plateaux techniques spécialisés, où là, on va nous attendre sur un retour sur investissement, on en parlait tout à l'heure, avec des forfaits, mais aussi un usage du plateau technique. Ça peut très bien aussi être de la téléréadaptation, bien entendu. Donc mes questions, elles rejoignent finalement un petit peu tout ce qu'on s'est dit. De ce que je comprends, c'est que ce dispositif RGS at Home n'est pas développé en France à part en expérimentation sur le CHU de Limoges. C'est ce que je comprends de vos discussions. Et en fin de compte, qu'est-ce que vous attendez de nos établissements en tant que développement commercial? Est-ce que c'est un appel ou comment on peut travailler ensemble en fait? Well, I can speak to that. So I'm Paul Verschoor. I'm the coordinator of the RGS at Home project, and I'm also the CEO of a spin-off company called Eodyne that commercializes RGS. Pardon, sorry, Paul. I should introduce you to the other participants. Donc, c'est Paul Verschoor qui est en train d'intervenir pour l'IBEC, donc le porteur principal du projet qui réfléchit effectivement à la commercialisation ensuite du dispositif. So, Paul, it's up to you. Thank you, Marianne. So we have commercialized RGS. And RGS at Home is actually being tested at what's called TRL9. So that means this is a commercial product in a market. And the spin-off company Eodyne is able to deliver that to anyone who's willing to use it and to pay for the license. Thank you for your very short answer. So, la société Eodyne est déjà une société qui existe, qui est la société qui a travaillé sur le développement de la solution RGS, puisque la solution RGS at Home, c'est une application pour l'AVC, mais cette solution est développée depuis un certain temps. Et donc, dès lors qu'un établissement est susceptible de payer la licence pour cette application, il peut d'ores et déjà la développer. Si je traduis et comprends correctement, je laisse peut-être Hugo Landais compléter ma réponse. Hugo. Bonjour. Bonjour, voilà. Donc du coup, en fait, RGS at Home est déjà une solution qui est CE mark, qui est marquée CE, et donc du coup qui peut être commercialisée à la fois en France et ailleurs. Par contre, là, ce qu'on est en train de travailler, c'est plutôt sur la partie véritablement apport scientifique pour avoir les gages nécessaires d'un dispositif médical. Voilà. Mm-hmm. Yeah, so
That means also the clinical evidence is there, the product is there, the certification is there. But I think what we now also need are then the strategic partners to really enter the French market, but especially to reach all patients that we need to reach. Voilà, finalement, on rejoint la question précédente de Monsieur Cagnard sur la possibilité de développer et d'impliquer davantage, de diffuser ce type d'outils. Il faut d'abord convaincre l'ensemble des acteurs du système de santé. Merci beaucoup. Je ne vois plus d'autres questions. Est-ce qu'il y aurait des regrets, même si nous avons déjà débordé de quelques minutes et que certains ont dû nous quitter? Non, ben alors s'il n'y a pas de regrets, je vous propose. Marion, can I maybe follow up on an earlier question where I didn't speak? That was about the obstacles and the challenges to really distribute this kind of e-health technology, because I think it's an important challenge. And Anna was talking about also how we have to look at let's say, the processes of decision-making in hospitals, in rehabilitation clinics, also the political system. And this really requires planning together and discussion together, because on the one hand, we all know we need to reduce costs, we need to improve quality of care. But on the other hand, we have many obstacles in terms of the basic procedures and mechanisms of actually deploying that. So I would be very, very happy if we could have a task force for France to really analyze this together, to maybe identify some possible pilot projects or lighthouse projects that could be an example of what this might mean for the French system. But we definitely have to work together to achieve that goal. Okay. It's okay. We note your proposal. Donc, Paul Verschure propose de monter un petit groupe de travail simplement pour utiliser l'exemple d'RGS Atome pour convaincre l'ensemble du système de la faisabilité et pour essayer de réduire les procédures administratives qui pèsent dans tous les pays et plus particulièrement en France. Voilà, donc à suivre. Simplement, donc voilà, on est bien là avec l'atelier d'aujourd'hui et je vous remercie encore à tous de vos participations et de vos questions dans la mission pleine et entière de la Fondation et plus particulièrement du Fonds Avenir Santé Numérique qui avait été créé en 2018 justement parce qu'on sentait bien qu'il y avait un certain nombre de questions qui allaient se poser de manière très très accélérée. Dans les prochaines années. Les objectifs sont multiples, soutenir, explorer, mutualiser et valoriser toutes les innovations en santé numérique qui font la jonction entre recherche médicale et amélioration dans les pratiques de soins et d'accompagnement des patients. Donc c'est à ce titre-là que la Fondation de l'Avenir adhère à EIT-Health. La Fondation est membre associé. Éric Lavarde, qui est connecté parmi nous, notre chef de pôle développement valorisation à la Fondation, nous représente au Conseil d'administration France. Le fonds ASN a aussi vocation à faire le lien entre d'autres acteurs. Et donc, je peux saluer ici les membres fondateurs. Donc, Madame Coïc qui est intervenue au nom de la MGEN, eh bien, la MGEN fait partie des membres fondateurs du FASN avec d'autres, avec la Matmut, Valérie Prognon par exemple, Harmonie Mutuelle, la Carac et Ovi Santé, Solimut, il y avait Karine Meharelli tout à l'heure, mais qui a dû nous quitter, Lima et la Fondation Pierre Fabre. Étienne Cagnard en est aujourd'hui le président. Il y est associé en tant que personnalité qualifiée. Je profite pour dire que au sein de EIT-Health et FASN, il n'y a pas que la Fondation qui travaille directement. On associe aussi les membres de notre environnement. Guillaume Gardin a dû nous quitter aussi, mais il est représenté au directoire de la Fondation de l'Avenir. Il est en charge de la recherche clinique et de l'innovation chez Aesio. Et le précédent atelier, l'atelier numéro 4, qui s'était réuni veille de confinement en octobre, avait présenté le projet Sans apnéa qui était porté avec Aesio.
Et pour celles et ceux qui n'avaient pas pu y assister, cet atelier est toujours en ligne sur notre chaîne YouTube. Voilà. Je salue aussi donc notre partenaire référent, la Mutualité française, nos partenaires académiques qui sont membres de la chaire Avenir Santé Numérique que nous soutenons, donc l'Université Paris-Est Créteil, l'INSERM et l'École des Mines Saint-Étienne. Et puis OFI Asset Management qui gère le fonds Avenir Partage, ISR. En conclusion, pour conclure cet atelier très rapidement, je pense que les vidéos et l'ensemble des témoignages diffusés cet après-midi ont pu montrer en quoi cette application apportait une solution concrète à un problème de santé qui est malheureusement encore très répandu, hein, compte tenu du développement des facteurs de risque, hein, comme l'a rappelé notamment Dr Mandigou. C'est un outil qui a la triple capacité. Je m'étais noté de réduire le temps d'hospitalisation, de prendre le relais. Je n'ai pas parlé de substitution, mais peut-être de relais des professionnels de santé, et puis de rendre le patient pleinement acteur de sa rééducation. C'est quelque chose qui nous semble intéressant. Et puis surtout, de l'hôpital au domicile, les chances de rééducation et d'autonomie, finalement, sont démultipliées par le patient lui-même grâce à cet outil. Donc, avec la revue d'acceptabilité, comme l'a souligné Axel Gélineau, nous pourrions ainsi démontrer comment la télérémédiation ne constitue plus seulement une promesse, mais une solution concrète qui peut être, on l'espère, déployée à grande échelle. Et surtout dans cette période de crise sanitaire qui embolise largement les personnels et les établissements de santé, comme l'ont dit Étienne Cagnard et Anna Murat notamment. Alors évidemment, le projet avait souffert du Covid. Il avait démarré en 2019, mais les études cliniques n'ont démarré que fin 2020, voire début 2021. Il se poursuivra encore pendant une bonne année dans le cadre EIT Health. Et puis sans doute, il aura des rebondissements dans les années suivantes. Donc, je souhaite que les conclusions des différentes études aient la portée scientifique et médicale que nous attendons, que nous espérons tous. Et je souhaite surtout que nous continuions à apporter de nombreux projets tels que celui-ci pour améliorer concrètement la santé de tous. Et le nous est très largement collectif. Je pense qu'effectivement, comme l'a souligné Paul Verschure, nous avons besoin de travail collaboratif et pour aller tous dans le même sens, dans le sens de cette santé pour tous. Pour juste terminer, merci à l'équipe opérationnelle de la Fondation qui fait vivre ce projet, notamment Hugo Landais, et puis pour l'équipe qui a construit cet atelier qui s'est déroulé presque sans accroc technique. Merci Caroline Branger, Julien Mustin et Sandrine Chupot, et puis toute l'équipe aussi qui est en partie connectée aujourd'hui. Merci à vous tous de votre présence pendant cet atelier et puis dans nos activités quotidiennes pour la recherche médicale appliquée. Désolée pour le bruit en bruit de fond peut-être. Et puis pour ceux qui ne seraient pas encore dans l'atelier et qui, dans le fonds Avenir Santé Numérique et qui souhaiteraient s'y associer, n'hésitez pas à nous contacter. Bonne journée à tous et à très bientôt, j'espère. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée à tout le monde. Au revoir. Bonne fin Au de journée. revoir. C'est tout le monde.